Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici donc encore une séance du séminaire qui accompagne le cours de cette année sur l'immigration en débat. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui donc d'inviter deux grands chercheurs, dont la réputation ne cesse de grimper, Marianne Doury et Damon Mayafre. Alors, Marianne Doury, vous êtes professeure à l'Université de Paris, anciennement Paris Descartes, depuis 2018, je crois. Et vous êtes à EDA, Éducation, Discours, Apprentissage, je crois que c'est ça, qui est une unité de référence. Marie Vognard, que nous avions invitée l'autre jour, venait du même département, de la même unité. Et vous êtes notamment... encore une recommandation de lecture, l'auteur d'un manuel publié chez Armand Collin qui s'appelle Argumentation, avec un sous-titre, qui est une analyse des argumentations, des discours, des controverses, mais qui a ceci de particulier, c'est que c'est étendu à toutes les formes possibles de situations où discours et contre-discours sont sans cesse en opposition, se donnent la réplique, y compris les conversations ordinaires, y compris les polémiques sur les forums d'Internet, y compris les propos de comptoir qui vous arrivent même d'enregistrer, moyennant un protocole très spécial. Et donc, ça inclut effectivement des formes d'analyse du discours qui vont au-delà des analyses des situations qui étaient privilégiées par Aristote ou par Perelman, c'est-à-dire un individu qui s'exprime devant une assemblée dans un cadre fortement institué, que ce soit l'assemblée, le tribunal, le peuple écoutant un grand discours solennel sur les valeurs de la démocratie ou de la République, etc. Vous êtes beaucoup plus attaché, en fait, vous travaillez à tous les niveaux, y compris le quotidien. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Mais vous entrez aussi, bien sûr, dans la nature des arguments, dans la façon dont les arguments sont échangés ou s'affrontent dans ce genre de situation. Alors, Damon Mayafre, moi je vous ai connu en lisant votre extraordinaire livre sur mesure et démesure du discours, l'analyse des discours de Nicolas Sarkozy. Que l'assistance va croire que je suis un peu obsédé par Nicolas Sarkozy, mais c'est qu'en fait, c'est un peu avec le recul du temps et avec le temps de la recherche, on a accumulé beaucoup de recherches sur Nicolas Sarkozy. Vous aviez commencé avec Chirac, vous avez continué avec Sarkozy, mais nous allons voir que vous avez en fait peu à peu inclus tous les présidents des derniers mandats, y compris le dernier. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé dans votre analyse, c'était le fait que vous montriez aussi comment un certain nombre d'arguments, de techniques de persuasion étaient liés à des marqueurs linguistiques qu'on ne soupçonne pas vraiment, mais du genre on, ça, l'immigration, ça ne peut plus durer. Les socialistes et la sécurité, voilà. Il y a des pronoms, il y a des on. Hein. Quand on fait ceci, quand on est français, on doit faire ça, et ça sous-entend que les immigrés ne font pas ça. Donc il y a des discours possibles assez longs sur l'immigration, sans que jamais le mot immigration soit prononcé, ou le mot immigré, mais ça passe par ces pronoms collectifs qui créent une collusion avec le public et qui consiste à tabler sur des évidences partagées sans qu'on ait besoin d'argumenter beaucoup. Enfin, c'est une espèce de sous-argumentation, d'argumentation en deçà de l'argumentation, et ça c'est très intéressant aussi. Mais depuis, vous avez fait, dans vos dernières publications, un bond en avant tout à fait étonnant et assez spectaculaire, c'est que vous êtes intéressé avec, je crois que c'est François Vanny, c'est ça ? Laurent Vanny, voilà. Vous êtes intéressé à des techniques d'analyse des textes, mais que vous avez améliorées, qui sont un peu des analyses multiniveaux. Vous élargissez
la fenêtre d'observation des mots, des termes, des locutions, et puis vous voyez un peu comment ces ensembles de propositions ou ces passages significatifs eh bien, sont reliés entre eux, et finalement, peu à peu, vous élargissez, vous montez le niveau, et avec une technique d'intelligence artificielle, de neurones artificiels, vous nous expliquerez tout ça, évidemment, vous arrivez à établir des connexions, des emprunts, des plagiats, des résonances entre des discours, et vous nous direz en quoi Emmanuel Macron est vraiment original et en quoi il puise sa matière, ses arguments dans les discours de ses prédécesseurs, en remontant au général de Gaulle et jusqu'à son prédécesseur immédiat qui est François Hollande. Voilà, donc j'espère vous avoir alléché et donc je vais aussitôt céder la parole d'abord à Marianne Doury, à vous. Eh bien, merci beaucoup et d'abord, évidemment, un immense merci de m'avoir donné l'opportunité de parler d'argumentation ici, en tout cas de parler d'une approche possible de l'argumentation avec vous. Quand François Héran m'a proposé de venir parler d'argumentation, je dois dire que ça m'a plongé dans un premier temps dans une immense perplexité, le champ étant immense et extrêmement hétérogène, donc comment l'aborder ? Et je ne me réjouirai jamais assez d'avoir eu l'idée de regarder les cours de François Héran précédent, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il vous avait déjà beaucoup déniaisé si vous en aviez besoin, ce qui va me permettre d'entrer plus directement dans le propos et de me passer de certains éléments introductifs. Donc, comme mon titre le proposait, ce que je vais vous faire ici, c'est quelques propositions pour une approche de l'argumentation qui soit langagière, qui soit descriptive, qui soit attentive aux normes argumentatives ordinaires et qui soit sensible à la notion de type d'argument. Donc, c'est les différents points que je vais aborder avec vous. Et que ce soit bien clair, j'ai été autorisée à ne pas emprunter tous mes exemples à la question de l'immigration, puisque c'est sur le champ général de l'argumentation que j'ai été sollicitée. Donc, quand ça sera possible, je ferai des petites incursions dans ce domaine-là, mais c'est un objet que je n'ai pas traité en fait depuis longtemps, donc ne vous étonnez pas. Je vais commencer d'une façon relativement standard en fait dans les présentations en sciences sociales par essayer de déconstruire un peu quelques, non pas idées reçues, mais en tout cas idées majoritairement admises. Et je voudrais commencer par déconstruire la définition de l'argumentation reposant sur la notion de persuasion. Et il est vrai que de très nombreuses définitions de l'argumentation la voient comme une activité visant à convaincre ou à persuader un auditoire d'une thèse. Et aussi évidente intuitivement qu'elle paraisse, cette définition n'est pas sans poser problème pour différentes raisons. Pourquoi ce lien aussi évident entre argumentation et persuasion? Ça a évidemment des racines historiques, dont François Héran vous a déjà rappelé les principes, puisque les premières réflexions sur l'argumentation ont émergé dans le cadre d'une réflexion générale sur le discours persuasif dans la Grèce antique, réflexion dont la pertinence était avérée par des transformations politiques du système politique de la Grèce athénienne. Donc c'est dans ce cadre-là que les réflexions sur l'argumentation ont émergé, et je considère l'argumentation comme une sous-partie de la réflexion sur la rhétorique en général. Mais ce n'est pas parce que l'origine de la réflexion sur l'argumentation est ancrée dans une problématique plus générale de réflexion sur le discours persuasif qu'il est interdit d'essayer d'attraper l'argumentation sous d'autres angles. Et c'est ce que je vais essayer de faire ici. Et la raison pour laquelle je cherche à décentrer un peu la réflexion sur l'argumentation par rapport à celle sur la persuasion, c'est en raison de différents constats empiriques, j'aurais dû les mettre au pluriel. Le premier de ces constats, c'est le fait qu'on peut de toute évidence persuader sans recourir à l'argumentation. C'est une découverte pour personne, le fait que dans le discours politique, aussi bien que dans le discours publicitaire par exemple, on poursuit des objectifs qui sont clairement persuasifs. Pour résumer, on peut dire que le discours publicitaire cherche à faire vendre, donc à déclencher, à vous persuader de passer à une action d'achat. Toujours aussi grosso modo, on peut considérer qu'une partie, en tout cas des discours politiques, vise à vous faire voter, donc à déclencher chez vous un phénomène de persuasion qui vous amènera à une action particulière. Et pourtant, nombre de ces discours ne s'appuient pas sur des procédés argumentatifs entendus comme la présentation d'une position soutenue par des énoncés qui prétendent en tout cas
en renforcer l'acceptabilité. Un autre constat qui amène de la même façon à relativiser les liens entre argumentation et persuasion, c'est l'idée qu'il arrive extrêmement fréquemment qu'on argumente dans des situations dans lesquelles aucun objectif de persuasion n'est clairement identifiable. Et aussi étrange que ça puisse paraître quand on le dit, ça fait référence à des situations qui sont extrêmement familières et pas du tout anecdotiques, où un locuteur dit « voilà, moi je pense ça sur ce sujet-là », vous enchaînez en disant « je pense exactement comme toi », et si l'argumentation visait essentiellement à persuader, ça devrait s'arrêter là et aucune argumentation ne devrait émerger. Or, en réalité, le fait d'affirmer une convergence d'opinion sur un sujet n'interdit en aucun cas aux personnes de continuer en argumentant leur position et en construisant collaborativement une argumentation co-orientée vers une thèse commune. L'autre situation dans laquelle on argumente sans objectif identifiable de persuasion, c'est une situation qui est diamétralement opposée, c'est la situation dans laquelle vous entrez en discussion avec quelqu'un qui est sur une position si radicalement opposée à la vôtre que personne ne peut raisonnablement penser qu'il fera changer son interlocuteur d'opinion. Et pourtant, ça argumente. Alors, bien sûr, ça argumente dans ces situations-là quand il y a un tiers qui n'a pas droit à la parole et qui est sensible, qui est la réelle cible de la persuasion. Mais même en dehors de la présence de ce tiers, on peut continuer à argumenter. Ça tourne court assez rapidement, en général, s'il n'y a pas de public à persuader, mais il y a quand même de l'argumentation qui va pouvoir se déployer. Donc, c'est des constats à partir desquels on peut questionner ce lien systématique entre argumentation et persuasion. Et vous allez reconnaître Marc Angenot et Dialogue de sourds. Donc, je me suis réjouie, j'ai vu avec plaisir que François Héran vous en avait déjà parlé. Lui, c'est encore un autre constat, mais qui l'amène à la même conclusion, qui est de dire que même quand les gens cherchent à se persuader mutuellement, en réalité, la plupart du temps, ils n'y arrivent pas. Et pour lui, ça pose problème de définir une discipline par rapport à un objectif qu'elle n'arrive jamais à atteindre. Je sais que François Héran considère qu'il est particulièrement pessimiste. J'aurais un peu tendance à le suivre, en tout cas pour les discours publics et avec une dimension collective. Pour des discours qui se passent en privé et avec une dimension plus individuelle, le changement de position est plus fréquent sans doute. Mais quoi qu'il en soit, ça amène aussi Marc Angenot à mettre en cause la définition. Alors lui, il parle de rhétorique comme il parle d'argumentation et il ne distingue pas beaucoup les deux, hein, mais en tout cas, ça l'amène à mettre en cause la définition de la rhétorique ou de l'argumentation par rapport à un objectif de persuasion. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à avoir fait cette mise en cause. Par exemple, Frédéric François, lui, il voit une question de méthode. Et Frédéric François évoque la naïveté qu'il y aurait à supposer que nous pouvons commencer par déterminer le but poursuivi par les émetteurs pour étudier ensuite les moyens de l'atteindre. J'ai juste évoqué sur cette diapo le travail de Michael Gilbert qui, dans la même perspective, met en cause la définition de l'argumentation par un objectif de persuasion. Et ce qu'il pose, c'est qu'il y a différents autres objectifs qui peuvent être poursuivis par les gens qui argumentent. Je ne reviendrai pas sur cette diapo, mais c'était juste pour dire que ce n'est pas une mise en cause qui est uniquement francophone. Et dans le milieu anglo-saxon, on a aussi ce genre de perspective. Ce qui nous amène évidemment à essayer de trouver des définitions alternatives qui ne s'appuient pas centralement, en tout cas, sur la notion de persuasion. Et revoilà quelqu'un dont vous avez déjà vu, sinon le visage, du moins le dictionnaire. Donc Christian Plantin, qui a publié ce magnifique dictionnaire de l'argumentation dont je suis absolument fan, et ça fait partie des rares dictionnaires qu'on pourrait presque lire de la première à la dernière lettre. C'est incroyable. Et en plus, je vous assure qu'il est assez drôle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce dictionnaire-là, mais je vous accorderai, si vous ne me suivez pas, que mon sens de l'humour peut être un peu particulier. Ce dictionnaire a fait l'objet d'une version anglaise, et je dis bien une version et pas une traduction, dans la mesure où il a beaucoup retravaillé entre-temps le contenu. Donc si vous êtes vraiment curieux de sa pensée, vous pouvez aussi lire le dictionnaire en anglais, parce que ce n'est pas la même chose. Et dernière chose, comme sa pensée ne s'arrête jamais, en réalité, il met à votre disposition, je vous jure que je ne touche pas de dividendes, d'autant plus que c'est gratuit, mais il met à votre disposition sur la page de son site un dictionnaire in progress dans lequel il ajoute sans arrêt des articles et il modifie les articles au fur et à mesure que sa pensée évolue. Donc vous pouvez tout à fait vous référer simplement à cette page-là. Et voilà donc la définition qu'il propose de l'argumentation.
Ce dictionnaire met en œuvre la définition suivante: l'argumentation est l'ensemble des activités verbales et sémiotiques produites dans une situation argumentative. Une situation argumentative est une situation discursive organisée par une question argumentative. Une question argumentative est une question à laquelle des locuteurs, les argumentateurs, donnent des réponses contradictoires, sensées, raisonnables mais incompatibles, organisées dans un discours et un contre-discours. Ces réponses expriment les conclusions, les points de vue des argumentateurs sur la question. Les éléments du discours et du contre-discours étayant ces conclusions ont le statut d'arguments pour leurs conclusions respectives. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette définition, c'est d'une part le fait que, vous l'avez vu, elle fait l'économie de l'idée de persuasion, qu'elle rattache l'argumentation à certaines situations et des situations qui ont comme caractéristique le fait d'être structurées par une question, que ces questions appellent des réponses contradictoires. Donc, au cœur de l'argumentation, il y a l'articulation d'un discours et d'un contre-discours, et qu'il ne suffit pas que les réponses soient contradictoires, encore faut-il qu'elles soient appuyées à des énoncés qui se donnent comme les rendant plus acceptables. Alors, ça, c'est la définition qui est dans la droite ligne de la perspective de Plantin sur laquelle moi je travaille et qui, en fait, en reprend les éléments fondamentaux. L'argumentation, je considère que c'est un mode de construction d'un discours qui vise à le rendre plus résistant à la contestation. Donc il y a à nouveau cette idée centrale de l'articulation d'un discours et d'un contre-discours au cœur de l'argumentation, et l'idée que l'effet de l'argumentation, c'est de rendre un énoncé plus résistant à un contre-discours. Donc, caractère central, une fois de plus, de l'articulation entre discours et contre-discours. L'idée qu'un discours argumentatif fait peser des contraintes sur le contre-discours, et dans une certaine mesure, si certains d'entre vous ont déjà eu la curiosité de lire un peu Oswald Ducrot, je ne dis pas du tout que je m'inscris dans sa perspective d'argumentation dans la langue, mais ce qu'il suggère, c'est que l'argumentation consiste en un certain nombre de contraintes que le discours fait peser sur les enchaînements possibles. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de continuité, de parenté en tout cas, dans l'approche de l'argumentation que j'essaie de développer. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que j'exclus l'idée que l'argumentation cherche parfois à persuader. Ce serait complètement absurde. Simplement, ça dépend des situations et ça dépend du genre de discours qui est mobilisé et dans lequel l'argumentation va se déployer. Mais on ne peut pas faire, à mon avis, un élément définitoire de l'argumentation. Alors, cette perspective, ça a des conséquences sur la construction des données sur lesquelles travaille l'analyse argumentative. Et on peut reprendre soit la terminologie de Michael Billig, qui suggère que l'objet naturel de l'argumentation est un objet biface, soit, une fois de plus, la terminologie de Plantin, qui parle de jumeaux antagonistes, et c'est une expression que j'aime beaucoup. L'idée, c'est que l'objet naturel de l'argumentation intègre le discours et le contre-discours. Et pourquoi ? C'est pour des raisons de méthode, dit-il. Il faut parfois aller chercher le contre-discours hors du discours, mais se priver du contre-discours authentique, c'est se priver d'une aide, car chacun des discours en opposition constitue un analyseur de l'autre. On n'est pas dans l'analyse de discours, mais dans l'analyse de discours contre discours, pour reprendre les anciens, dans l'analyse des antilogies ou des antiphonies, terme qui a été aussi présenté par François Héran. Je vous jure que les références à Plantin vont s'affaiblir quand même au fil de la présentation, mais c'est un grand nom et j'aime bien parler sous sa tutelle. Je disais que c'est une approche langagière de l'argumentation que je vais développer, et Plantin, pour décrire ceci, a cette expression qui est qu'on n'argumente pas en mentalien, c'est-à-dire qu'on n'argumente pas d'esprit à esprit. L'argumentation passe par les mots. Et quand on est linguiste, on doit rendre compte de la façon dont les mots contribuent à construire l'argumentation, et on doit renoncer à l'idée que l'argumentation, ce serait le discours argumenté dépouillé de ses oripeaux langagiers. Le langage construit l'argumentation et on doit en rendre compte. Ce qui veut dire que le cadre dans lequel je propose de m'inscrire, c'est le cadre de l'analyse du discours argumenté. Donc, ça suppose que c'est avant tout le cadre de l'analyse du discours. Et de ce point de vue-là, je rejoins vraiment la position développée par Ruth Amossi, que vous aurez le plaisir d'entendre en janvier, et qui insiste sur les liens entre analyse argumentative et analyse de discours. Sauf que c'est une analyse de discours qui prête attention aux spécificités d'un discours particulier, qui est le discours argumentatif. Et il est donc nécessaire, dans cette perspective-là, de rendre compte de l'importance des choix langagiers
dans la construction de l'argumentation. Et un tout petit exemple qui me semble extrêmement parlant qu'on peut en prendre, c'est un exemple que j'ai emprunté en fait à une soirée électorale du premier tour des élections présidentielles de 2012, mais vous allez très bientôt être confrontés à nouveau, et je peux évidemment parier que vous allez observer le même type de phénomène. Dans ces soirées-là, il s'agit de commenter des chiffres. Et quoi de plus brut que des chiffres ? Mais il s'agit, pour les commentateurs, de leur conférer une orientation argumentative et de dire ce chiffre, il oriente vers telle ou telle conclusion. Et c'est la mise en mots qui va jouer ce rôle-là. Et vous voyez ici qu'à un moment de la soirée, Nicolas Sarkozy, qui est donc toujours avec nous, était crédité de 25% des voix. 25% des voix, c'est un chiffre. Ségolène Royal dit ceci, Monsieur Sarkozy qui ne recueille que 25% des voix. Et ce « ne que » va orienter le score vers une conclusion du type « ce n'est pas un très bon score, c'est plutôt pas terrible ». Une journaliste s'adressant plus tard à Monsieur Mélenchon lui dit, alors il était crédité à ce moment-là de 11,7%, ce qui est un chiffre, point. Elle lui dit « vous faites moins de 12%». Ce qui lui permet d'orienter vers une conclusion du type « ce n'est pas beaucoup » et donc d'enchaîner sur la question « est-ce que vous êtes déçu ?» Si elle avait dit « vous faites presque 12%, ça aurait orienté vers un enchaînement du type « est-ce que vous êtes satisfait ?» Donc c'est vraiment le choix de cette formulation qui va sélectionner certains enchaînements possibles et en éliminer d'autres. Et on le voit d'autant mieux que, s'adressant toujours à M. Mélenchon, il mentionne les scores de... Enfin, c'est une femme. Hein, elle mentionne les scores de Marine Le Pen et dit « Marine Le Pen fait un score proche de 20%, alors qu'elle est à 18,6% à ce moment de la soirée. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez perdu votre bras de fer avec elle ? Parce que si on le formule en disant « proche de 20%, ça veut dire c'est beaucoup. Si on ne fait même pas 20%, ça aurait orienté vers la conclusion inverse. » Donc c'est juste pour vous rendre présent à l'esprit ce que veut dire la construction langagière d'une argumentation. Voilà. Une autre caractéristique de l'approche que je propose de l'argumentation, c'est que c'est une approche descriptive. C'est une approche descriptive par opposition à une approche normative, hein, et c'est une approche qui considère que l'analyse vise avant tout à rendre compte des procédés utilisés par des locuteurs quand ils sont confrontés à des divergences d'opinion et qu'ils doivent formuler leur prise de position de façon à la rendre plus résistante à la contestation. Donc, c'est une approche dont la question centrale est comment procèdent ces locuteurs et non comment devraient-ils procéder, ce qui serait la question qui gouverne une approche normative. Comment devrait-il procéder en accord avec divers systèmes de normes qui sont plus ou moins explicités et qui peuvent varier en fonction des perspectives normatives adoptées. Donc, juste un tout petit éclaircissement sur l'image. L'idée, c'est simplement que je ne considère pas que le rôle de l'analyste de l'argumentation soit de distribuer les bons points et les mauvais points à qui argumente bien et à qui argumente mal, mais que l'analyste, pour moi, est plus en position de témoin ou d'observateur qui cherchent à voir comment font, quelles sont les méthodes qui sont mises en œuvre par les locuteurs. Alors, c'est une ligne de partage entre les approches normatives et les approches descriptives qui sépare la communauté qui travaille en argumentation. Et quantitativement, cette diapositive est extrêmement trompeuse parce que vous avez à droite quelques théoriciens normatifs, à gauche quelques théoriciens descriptifs, mais en réalité, à l'échelle internationale, c'est vraiment les approches normatives de l'argumentation qui tiennent le haut du pavé. C'est vraiment numériquement, la plupart des travaux anglo-saxons sur l'argumentation adoptent une approche qui est une approche normative. Et simplement pour information, vous avez donc Christian Plantin que vous aurez reconnu, Marc Angenot que vous aurez reconnu aussi, Rutem aussi que vous connaissez sans doute, mais que donc vous allez revoir. Et puis j'ai mis aussi Jérôme Jacquin et Raphaël Micheli, qui sont deux chercheurs suisses qui développent une approche extrêmement intéressante, descriptive, langagière de l'argumentation. Et à droite, vous avez Franz van Emeren de l'école pragma-dialectique que François Héran a évoqué également, sa collègue Franziska Snoek-Enkemans qui travaille aussi en pragma-dialectique, et vous avez en bas Douglas Walton, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et dont vous nous avez parlé aussi, notamment à propos de la question des types d'arguments et dont on reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Alors, pourquoi adopter une perspective descriptive plutôt qu'une perspective normative pour plein de raisons différentes ? On verra notamment que c'est lié à la très forte proximité qu'on peut montrer entre ce que font les locuteurs lorsqu'ils critiquent l'argumentation de leurs adversaires
et ce que font les théoriciens normatifs quand ils évaluent des argumentations. La façon dont les théoriciens normatifs s'y prennent est extrêmement proche de la façon dont les locuteurs engagés dans des discussions argumentatives contre-argumentent. Et que pour moi, ça nous fait courir le risque de rabattre la position de l'analyste sur celle des tenants du contre-discours. C'est quelque chose qu'on peut assumer, mais il me semble que c'est un risque que je préfère éviter. Et l'autre raison qui m'amène à adopter une perspective descriptive, c'est que je suis ancrée dans les sciences du langage. Et je vois assez mal comment les sciences du langage pourraient m'armer pour mener une critique de l'argumentation. Et c'est une position qui est, une fois de plus, posée très clairement par Christian Plantin, qui écrit « Il n'y a pas plus de marqueurs linguistiques du discours vrai, et on pourrait dire valide, que de marqueurs linguistiques du bon ou du beau discours. » Donc, une approche langagière ne peut pas départager les bonnes des mauvaises argumentations. Et ce n'est pas pour autant qu'on disqualifie une approche normative de l'argumentation et une approche qui vise à développer une critique de certaines argumentations. C'est non seulement légitime, mais parfois même nécessaire sur certaines problématiques. Ce qui amène Christian Plantin à la question « Est-il possible de montrer qu'un discours manipulatoire est manipulatoire ?» de répondre de la façon suivante. Ma réponse est qu'il faut espérer que oui, en optant pour un optimisme tout aristotélicien. La vérité finit par l'emporter. On peut sans doute opposer à un discours manipulatoire un contre-discours, mieux informé, mieux construit, mieux argumenté, mais pour cela, il faut avoir accès à des données du monde. Ce n'est donc pas à l'analyste de discours ou des interactions, mais bien à des sciences sociales vigoureuses, possédant l'expertise ad hoc que revient de construire un discours où est rétablie la vérité, où sont dénoncées les exploitations tendancieuses des chiffres, les fautes de méthode. Rien n'interdit de penser que l'analyse linguistique de l'argumentation puisse collaborer à cette tâche, mais elle ne peut certainement pas la piloter. Et vous avez eu, dans les dernières conférences de François Héran, une démonstration assez magistrale de ce que une solide contre-argumentation ancrée dans des données peut produire comme critique, notamment des argumentations chiffrées, mais ce n'est pas une critique langagière. Pour autant, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les normes argumentatives, même lorsqu'on adopte une démarche qui est une approche descriptive. Et la raison pour laquelle on ne peut pas en faire l'économie, c'est parce que la pratique argumentative ordinaire a une très forte composante normative. Et sans arrêt, les locuteurs, quand ils sont engagés dans des échanges argumentés, produisent des énoncés du type « ça, c'est pas un argument, ça, c'est pas un bon argument, ça, c'est un argument béton, ton analogie, elle est... » Alors, fallacieuse, oui, on peut l'entendre. Tu généralises, comparaison n'est pas raison, etc., etc. Donc, sans arrêt, les locuteurs manifestent par la production de commentaires méta-argumentatifs qu'ils évoluent dans une discussion argumentative en fonction de ce qu'ils considèrent comme étant l'argumentation et comme étant une bonne argumentation ou une mauvaise argumentation. Cette représentation est agissante sur leur comportement argumentatif. Ça, c'est un point qui a été souligné notamment par Sally Jackson, qui très tôt a écrit ceci. Un modèle descriptif rend compte de l'argumentation telle qu'elle se produit et pas nécessairement telle qu'elle devrait se produire. Mais il est important de se rendre compte qu'une partie importante ou une majeure partie de la description sera une reconstruction des idées normatives des argumentateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'afin de décrire adéquatement les pratiques argumentatives, nous devons nous rendre compte que les locuteurs ont déjà des idées sur les moments dans lesquels ils sont obligés de défendre leur position et la façon dont ils sont supposés défendre ces positions-là. Donc, une partie importante de la description de l'argumentation doit rendre compte des normes argumentatives ordinaires. Et c'est une position sur laquelle d'autres se retrouvent, notamment, c'est pas si commun dans le domaine anglo-saxon, c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de noms que ça, mais Robert Craig, par exemple, est quelqu'un qui développe aussi cette position. Donc, si on admet que ça fait partie de ce que doit faire l'analyste descriptive de l'argumentation, la question qui se pose, c'est comment on fait pour accéder à ces normes argumentatives ordinaires et dans quelle mesure elles sont observables. Et une première voie d'entrée dans ces normes argumentatives ordinaires, ça peut être une enquête sur le lexique usuel de l'argumentation. Et on peut chercher à explorer
les termes qui désignent des procédés argumentatifs. Alors ça peut être des termes comme exemple, analogie, etc. Et c'est des termes qui sont en eux-mêmes neutres, mais ça peut être aussi des termes qui sont axiologiquement orientés. Par exemple, quand on parle d'amalgame, quand on parle de procès d'intention, quand on dit c'est un prétexte, ce sont des termes qui sont employés pour à la fois caractériser certains types d'arguments et à la fois les disqualifier. Personne ne dira « j'ai fait un super bon amalgame ». Amalgame est nécessairement un terme disqualifiant. Et j'ai mis dans la liste le terme de dissonance cognitive parce que Leslie Pison a publié très dernièrement dans la très belle revue de Ruth Amossi, Argumentation et analyse de discours, un article dans lequel elle montre que dans des discussions sur Internet, l'accusation de dissonance cognitive est une accusation méta-argumentative qui permet de rejeter l'argumentation de l'adversaire comme étant empreinte de contradiction. Donc les termes peuvent varier, les termes de réfutation méta-argumentative. Et voilà. Et alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire un petit arrêt sur une recherche, en fait, plutôt une double recherche que j'avais faite sur l'accusation d'amalgame. Et j'ai vu que François Héran a aussi abordé cette question dans une de ses interventions. Et en 2003, je m'étais penchée sur le lexique de la critique ordinaire de l'argumentation et je m'étais arrêtée particulièrement sur le terme d'amalgame, qui me semblait un terme méta-argumentatif qui désignait globalement un rapprochement entre deux personnes, deux situations, deux entités, et qui, au-delà de cette fonction désignative du terme, l'évaluait, puisque en même temps qu'il était désigné comme un amalgame, le rapprochement était disqualifié comme fallacieux. Et dans un premier temps, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de voir quelles étaient les caractérisations qui étaient associées, notamment dans des forums de discussion, au mot amalgame. Et sur la base des adjectifs qui étaient associés à ce terme-là, on voyait se dessiner plusieurs lignes différentes de critique de l'argumentation et de disqualification de l'amalgame, de disqualification du rapprochement. Par exemple, lorsque l'amalgame était qualifié de sans fondement, douteux, mauvais, il était disqualifié comme épistémiquement critiquable. Lorsqu'il était associé à des termes comme injuste, scandaleux, intolérable, l'amalgame était disqualifié comme éthiquement critiquable. Grossier, réducteur, super gros, manichéen, facile, tous ces termes-là suggéraient que c'était un procédé grossier, qui était simplificateur excessivement. Et à l'inverse, pas à l'inverse, par ailleurs, l'amalgame était critiqué au regard de ses conséquences lorsqu'il était associé à des adjectifs comme dangereux, fâcheux, ce qui donc trace les voies de plusieurs axes de critique ordinaire de l'argumentation. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est de voir à quoi l'accusation d'amalgame était appliquée et quelle était la nature du rapprochement qui faisait l'objet d'un jugement d'amalgame. Et on peut, ça c'est le plus attendu dans une certaine mesure, voir que l'accusation d'amalgame a été souvent adressée à des comparaisons, à des argumentations comparatives, comme c'est le cas ici, où Iti, c'est Elisabeth Tessier, donc une astrologue qui, à une certaine époque, était assez en vogue, et qui était opposée dans un débat à un astronome, et elle lui disait « Vous savez qui vous me rappelez ? Vous me rappelez Lord Kelvin, qui au début du XXe siècle disait « L'aviation n'existe pas, on ne pourra jamais voler parce que le métal est plus lourd que l'air. Voilà ce que vous me rappelez. » Et l'astronome en face lui dit commence par réfuter l'analogie en disant « Nous sommes au XXe siècle, non, ça n'a rien à voir, c'est un amalgame. C'est un amalgame, vous faites des amalgames extrêmement savants, et ces amalgames, je veux les dénoncer parce que ça, c'est scandaleux. » Donc l'accusation d'amalgame est appliquée à un rapprochement. Et Elisabeth Tessier ressort la carte Galilée en disant, voilà, il y a des précédents de gens qui avaient raison trop tôt. Et l'astrologie a raison trop tôt. Ok. L'accusation d'amalgame peut aussi être rejetée comme une généralisation abusive. Donc, ce n'est pas forcément des schémas comparatifs qui sont qualifiés d'amalgame, mais éventuellement des argumentations inductives. Et c'est ce que vous avez ici, où une femme est en train de défendre la position selon laquelle le gouvernement cède tout aux immigrés. Et pour asseoir cette proposition générale, elle part d'un cas particulier, qui est le cas d'une de ses amies, qui avait un appartement avec tous ses enfants, et à laquelle on retire cet appartement au motif qu'il convient de loger des émigrés, des familles nombreuses.
Et le commerçant avec qui elle discute lui dit « Non mais c'est logique, non mais attendez, il y a un amalgame là. Je ne comprends pas, si elle avait qu'un enfant, elle ne va pas garder un F5 ou un F6 pour un enfant. Il ne faut pas non plus faire un amalgame. » Donc ici, l'accusation d'amalgame, c'est sur la généralisation à partir d'un cas particulier, généralisation qui est considérée comme indue. Ce qui est intéressant aussi, c'est le commentaire qui suit, parce qu'elle lui dit « Non mais me fais pas la morale, me fais pas la morale. » Ça veut dire que l'accusation d'amalgame est perçue par elle comme une critique éthique. L'accusation d'amalgame peut encore viser des rapprochements qui exploitent un lien causal. Alors ça, c'est des cas que vous connaissez par cœur, qui sont tous les cas où un locuteur va établir un lien de causalité entre délinquance et immigration, par exemple, et qu'on va l'accuser de faire un amalgame, en disant « tu fais un amalgame entre délinquance et immigration ». Donc c'est un lien causal qui est visé ici, ou un lien indiciaire, et François Héran disait que je travaillais parfois sur des conversations familières, et c'est en fait quelqu'un de ma famille qui était en train d'évoquer une personne, une femme qu'on accusait parfois d'être une mauvaise mère, et qui disait ceci: attention, c'est pas parce qu'elle leur fait manger des chips et du poisson pané que c'est une mauvaise mère. Il ne faut pas amalgamer. Et donc, ce à quoi s'adressait l'accusation d'amalgame ici, c'est sur le raisonnement à partir d'indices, en disant l'indice qui est de faire manger du poisson pané à ses enfants ne permet pas de conclure au caractère de mauvaise mère. Ok. Et enfin, il arrivait aussi qu'on observe des accusations d'amalgame dans des cas où, de toute évidence, il y avait une forme de vidage sémantique absolu de l'accusation d'amalgame. Et on avait bien le sentiment que l'accusation d'amalgame ne visait même plus un rapprochement, mais était un simple équivalent de « je ne suis pas d'accord avec votre argument ». Et c'est ce qui m'avait amené à considérer que l'accusation d'amalgame fonctionnait en fait comme une réfutation méta-argumentative à spectre large, comme on dit d'antibiotiques qu'ils sont à spectre large, c'est-à-dire qu'ils attrapent beaucoup. Donc voilà pour, grosso modo, la ligne de cette première étude. Et j'ai complété en fait ce travail sur l'accusation d'amalgame en constatant, à la suite des attentats qui ont eu lieu à Paris en janvier et en novembre 2015, une espèce de flambée, de résurgence du terme d'amalgame qui apparaissait énormément à la fois dans les discours médiatiques et dans les discours sur Internet. On pouvait observer des utilisations du mot amalgame qui allaient dans la droite ligne de ce qui avait été décrit dans la première étude, puisqu'il y avait de nombreux commentaires sur Internet qui visaient à mettre en garde contre les généralisations hâtives allant de l'existence de fanatiques islamistes sanguinaires à l'attribution de ces propriétés à tous les musulmans. Vous voyez, je pense, sans aucune difficulté de quoi il s'agit, et c'était des énoncés de ce type-là. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup trop d'amalgame concernant cette horrible tuerie. Je suis en colère, mais pas d'amalgame. Soyons vigilants, ne faisons pas d'amalgame. Je crains, hélas, que la communauté musulmane soit malmenée, car pour certains, l'amalgame sera fait. C'est un terroriste et non un musulman. Le Coran ne permet pas ce genre de forfaiture. Pas d'amalgame, SVP. Donc là, la description de cette utilisation d'amalgame rentre dans le cadre de ce que j'avais suggéré auparavant. Ce qui est apparu d'une façon beaucoup plus nouvelle, et c'est ce qui a mérité, de mon point de vue, le fait d'y consacrer une nouvelle recherche, c'est l'emploi polyphonique de cette injonction à ne pas faire d'amalgame. Polyphonique, ça veut dire que il ne faut pas faire d'amalgame n'était pas repris au premier degré par les locuteurs, mais était repris comme une façon de caricaturer une position adverse. La mise en garde contre la production d'amalgame, qui constitue une critique argumentative de premier degré, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, est elle-même critiquée comme symptôme d'un aveuglement volontaire, d'un optimisme naïf taxé d'angélisme, d'un refus de voir la réalité. Et ça constitue quelque chose comme une critique de second degré, une critique de la mise en garde contre l'amalgame. J'espère que vous me suivez. Vous allez voir à quoi ça correspond. Par exemple, haro sur tous ceux qui feront l'amalgame et qui stigmatiseront. Tout ce qui compte, c'est que la populace reste profondément endormie. On ne peut en aucune façon prêter réellement à celui qui énonce ça ce discours de premier degré. En témoigne notamment la mise entre guillemets, qui montre bien que ce n'est pas lui qui dit « il ne faut pas faire l'amalgame », mais c'est quelqu'un d'autre. Et puis on voit aussi l'emploi du terme « populace », que personne ne reprendrait
à son compte, puisqu'on sait que parler de populace, ça va vous discréditer comme méprisant, etc. Donc c'est forcément une mise à distance critique du discours de ceux qui mettent en garde contre l'amalgame. Même chose dans le deuxième exemple, qui fonctionne de la même façon. Chut, pas d'amalgame, laissons-nous flinguer, trucider, égorger, exploser en silence, comme une brebis dans un abattoir. L'islam, ce n'est pas ça, ça tombe sous le sens. Au prochain attentat, il y aura peut-être plusieurs centaines de morts cette fois. Là non plus, pas d'amalgame. Ce sera une fois de plus la faute à pas de chance. Peut-être des moines tibétains déguisés en barbus islamistes, qui sait, ou quelques âmes égarées qui n'ont rien à voir avec cette belle religion de paix et d'amour. Je crois que je n'ai pas besoin de gloser énormément pour vous convaincre qu'il s'agit d'ironie et que donc il y a un décrochage. Qu'en aucun cas, l'auteur de ce texte ne met en garde contre la production d'amalgame, mais caricature le discours de ceux qui mettent en garde contre la production d'amalgame. Cet usage polyphonique de l'accusation d'amalgame, c'est un usage qui est marqué très souvent par la graphie, pas d'amalgame, donc par le fait que c'est une unité monolexématique, un seul terme qui va formuler ça, comme ce que vous avez ici. Ça y est, le moulin à pleurniche est de sortie, les mines funèbres et les larmes de crocodile vont fuser à plein bouillon, mais surtout pas d'amalgame. Les deux assassins sont des déséquilibrés, évidemment. Et ce qui a beaucoup circulé aussi, c'est ce que je vous... pas n'importe où, hein, ce qui a beaucoup circulé sur les sites d'extrême droite, excusez-moi, j'ai omis de dire d'où je tirais mes exemples. Donc ce qui a beaucoup circulé aussi, c'est ce visuel qui varie avec les différentes variantes de paquets de médicaments dont le nom est pas d'amalgame, ou d'autres variantes, comme c'est pas ça d'islam, d'autres variantes équivalentes, qui présentent le discours mettant en garde contre l'amalgame comme visant à endormir la vigilance des citoyens et comme ayant vocation à fonctionner comme un calmant, comme une espèce de drogue qui endormirait le sens critique des citoyens. Et c'est un procédé qui discursivement est particulièrement intéressant parce qu'il s'inscrit dans un procédé plus large qui consiste à noter de façon quasiment phonétique des éléments de discours de façon à les discréditer. C'est ce que vous voyez dans les quelques exemples que j'ai ajoutés. Vous voyez le pas d'amalgame qu'on a déjà commenté. Et puis, le plus grand danger, c'est bien l'extrême droite, avec une espèce de graphie qui cherche à rendre compte d'une particularité de prononciation. Et vous voyez les variantes, c'est pas ça l'islam et pas d'amalgame. Et a circulé aussi ce visuel que je trouve extrêmement intéressant parce qu'il montre bien quelle est la fonction de cette phonétisation du discours de l'adversaire. C'est que ça le fait apparaître... Donc vous avez reconnu que c'est un détournement du trésor de Rackham le Rouge, Tintin. Et ça a comme effet de faire apparaître comme un bruit le discours de l'adversaire, de le faire apparaître comme un discours réflexe qui ne porte pas de réelle réflexion, et donc c'est en soi une forme de disqualification. Je vais m'arrêter là sur cette question de l'amalgame, mais ce que je voulais montrer par là, c'est qu'on peut chercher à saisir les normes argumentatives à l'œuvre dans les discours ordinaires en prêtant attention à ces termes méta-argumentatifs qui varient d'une langue à l'autre. Il y aurait une dimension comparative qui serait extrêmement intéressante à mener. Une autre porte d'accès aux normes argumentatives ordinaires, c'est les modes de réfutation qui sont mobilisés par les locuteurs. On peut se dire que la façon dont un locuteur va réfuter une argumentation à laquelle il est confronté, ça témoigne de ce qu'il considère comme conditionnant l'acceptation d'une argumentation. Si on le rejette, c'est qu'on considère que l'argumentation à laquelle on a été confronté ne répond pas à ce que serait une argumentation acceptable. Alors ça nous amène à faire un petit détour par la notion de type d'argument. J'ai l'impression de cavaler, mais on va arriver quand même au terme de ce que je voulais vous raconter. Ça nous amène à faire un petit détour sur la notion de type d'argument. Et la notion de type d'argument, c'est une notion dont François Héran vous a déjà parlé. Et ça fait allusion au fait qu'il existe des regroupements des argumentations en fonction de la nature de l'inférence qui permet de passer de la prémisse à la conclusion. Donc il va y avoir des espèces de regroupements qui permettent de distinguer, par exemple, vous connaîtrez certains de ces termes, l'argument pragmatique, l'argument par analogie, l'argument par le précédent, l'argument du témoignage, l'argument par l'exemple, l'argument de direction dont vous avez également parlé.
Et il y a plein de nomenclatures extrêmement diverses et de classifications concurrentes qui existent. Mais quoi qu'il en soit, cette notion m'intéresse par rapport à cette question des normes argumentatives ordinaires parce que il y a une idée largement admise qui est que la façon dont un argument va être discuté, que ce soit par d'autres argumentateurs ou par les théoriciens normatifs de l'argumentation, va varier en fonction du type d'argument auquel l'argumentation appartient. On ne va pas discuter et évaluer de la même façon une analogie, un argument causal, un témoignage, une argumentation par autorité, etc. On peut associer à chaque type d'argument un certain nombre de questions critiques qui sont des questions qui vont guider l'évaluation du type d'argument en question. Donc on va dire, si on a affaire à tel ou tel type d'argument, voilà les questions qu'on va pouvoir adresser à cet argument et voir en fonction de la façon dont on répond à ces questions-là, si on peut considérer que l'argument est acceptable ou n'est pas acceptable. Sur cette base-là, ces questions critiques, il y a deux façons de les faire émerger. Il y a une façon qui développe une perspective a priori, qui part de la définition du type d'argument et qui s'interroge à partir d'un système de normes qui est plus ou moins consistant et plus ou moins rigoureux, qui s'interroge sur les conditions a priori que doit remplir cet argument pour être considéré comme acceptable. Et ça, c'est une démarche qu'adopte notamment Douglas Walton, qu'on peut qualifier de top-down. Douglas Walton, dans les typologies d'arguments qu'il dresse, qui sont extrêmement complètes, associe tous les types d'arguments à des questions critiques. Ça ira. Donc des questions critiques que lui, en tant que théoricien normatif de l'argumentation, met en œuvre pour évaluer une argumentation et dire elle est acceptable ou elle n'est pas acceptable. Il y a une autre démarche qui est bottom-up, qui s'intéresse à la façon dont les argumentations sont discutées et qui essaye de faire émerger les angles sous lesquels certains types d'arguments sont critiqués. Et la question qui peut se poser, évidemment, c'est la façon dont s'articulent les normes qui sous-tendent la critique argumentative ordinaire et les normes définies par les analystes savants. Je vais partir de l'argument d'autorité, je vais aller très vite. On va juste prendre la forme logique de l'argument d'autorité, mais tout le monde la connaît. X a dit que P, donc P. Donc P, ça veut dire donc P est vrai, P est acceptable, etc. Donc c'est ça l'argument d'autorité. Je suis allée pêcher très rapidement sur Internet des discussions sur la vaccination et des discussions qui faisaient appel à des expertises. Et j'ai vu comment elles étaient discutées. Et ce qu'on observe, par exemple, dans ce cas-là, en réaction à la mention d'une source qui est présentée comme faisant autorité, quelqu'un commente en disant « En cas de contamination et sur une durée moindre, bizarre de citer uniquement des bouts de phrases dans une étude. Citons-la, mais dans son intégralité. Ça semble plus honnête intellectuellement, non ? » Donc ici, l'argument d'autorité est critiqué sous l'angle de la citation. X a dit que P. Est-ce qu'il a vraiment dit ça ? Et est-ce qu'on rapporte correctement ce que l'autorité a dit ? On trouve aussi qui est le « on » qui démontre ce que vous dites ? Il a des compétences en immunologie et en épidémiologie, votre « on ». Donc il s'agit de questionner la valeur de l'autorité à la base de l'argument par autorité. Ou Blanquer n'est pas ministre de la Santé, c'est pas à lui de donner son avis pour la vaccination des enfants de moins de 12 ans. D'ailleurs, Macron l'a rappelé à l'ordre. Ce qui est discuté ici, c'est le déplacement de la compétence. Il est cité alors que la question ne relève pas de son champ de compétence. On va passer rapidement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que quand on regarde du côté des théoriciens critiques de l'argumentation, les conditions d'évaluation des arguments d'autorité qu'ils dégagent sont à peu près les mêmes. Et les premières questions critiques, elles touchent aux mécanismes de l'autorité, les mécanismes du discours rapporté. Est-ce que la citation reprend exactement les propos de l'autorité citée ? Si elle est au style indirect, est-ce que la reformulation est fidèle ? Est-ce qu'elle n'est pas sortie de son contexte, etc. Donc c'est ce qu'on a vu à l'œuvre précédemment. Question relative à la qualité de l'expert. On a vu que c'était à l'œuvre aussi. Question liée à l'impartialité de l'expert. C'est l'exemple sur lequel j'ai sauté, mais qui illustrait ce cas-là. Est-ce que la proposition P, dont l'autorité est présentée comme garante, relève de son domaine de compétence ou pas ? On a vu que c'était la même chose. Alors, il y a deux autres...
enfin il y a d'autres conditions qui sont aussi posées, mais dont on peut montrer que pratiquement tout le temps, on les retrouve à l'œuvre dans les critiques ordinaires de l'argumentation. D'où le constat que j'avais évoqué plus tôt, j'ai plus que 2 diapos, le constat que j'avais évoqué plus tôt, qui est d'une très grande proximité entre les évaluations savantes et les évaluations spontanées de l'argumentation, ce qui suppose qu'il est absolument nécessaire de réfléchir à leur possible articulation. Et il y a plusieurs choix qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a constaté que les normes savantes étaient très proches des normes ordinaires? Ce que font par exemple Frans van Heemeren et son équipe, c'est qu'ils cherchent à identifier sur la base de dispositifs expérimentaux qu'on n'a pas le temps de présenter ici, les points de convergence et les points de rupture entre les normes du système pragmadialectique, qui sont les normes de leur modèle théorique, et les normes admises par les locuteurs ordinaires, parce que pour eux, c'est extrêmement important qu'il y ait un accord. Ils montrent et ils justifient pourquoi c'est important pour eux qu'il y ait une convergence. Trudy Govier, qui est une fantastique auteure en argumentation, je ne sais plus si elle est canadienne anglophone ou nord-américaine, mais peu importe, elle assume parfaitement ça, et elle dit que la position d'un analyste normatif de l'argumentation, et elle se considère comme une analyste normative de l'argumentation, consiste à systématiser et rendre plus rigoureuse la production d'un contre-discours. Mais elle considère que c'est le même travail que celui que font les argumentateurs engagés dans des discussions argumentées. Elle l'assume, elle dit qu'il faut juste le faire avec plus de rigueur et de systématicité. Et puis, il y a la proposition de Christian Plantin, qui propose de considérer la critique de l'argumentation comme une composante de l'objet sur lequel on travaille. Et donc, toute évaluation d'un argument est un élément de contre-discours et, à ce titre, fait partie de l'objet d'étude. Donc, on intègre en fait la dimension de critique de l'argumentation dans l'objet lui-même, sur lequel on propose un regard qui est un regard descriptif. Donc voilà, je reviens juste sur les objectifs que je m'étais fixés, qui étaient de vous faire quelques propositions de ce à quoi pourrait ressembler une approche langagière de l'argumentation, descriptive, attentive aux normes argumentatives ordinaires, sensible au type d'argument. Ce n'est pas une approche qualitative, mais ce n'est pas une position de principe. J'aurais voulu, mais évidemment, ce n'était pas possible. Vous parlez de la question du marquage langagier de l'argumentation. Il y a des marques langagières, mais elles sont floues, elles sont équivoques, elles sont très fortement dépendantes du contexte, ce qui rend difficile une approche outillée de l'argumentation prise dans un sens assez strict. Voilà. Merci. Je crois qu'il était vraiment très important que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est que la recherche sur l'argumentation au plus haut niveau. Non, mais c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est une très longue expérience, c'est toute une chaîne d'auteurs, c'est tout un champ international, dans lequel les différentes positions se marquent, se démarquent, etc. Et puis, évidemment, nourri d'exemples. Donc, on va revenir sur un certain nombre des questions que vous posez, et on va passer maintenant, mais ce sera tout à l'heure dans la discussion commune, et on va passer la parole à Damon Maillard.